Bonjour, bienvenue sur le plateau de Acteurs Publics TV pour cette nouvelle émission de la parole aux experts. Nous consacrerons cette émission à la réponse qu'il faut apporter à la cybermenace, et on l'a sous-titré en quelque sorte, comment accroître nos forces capacitaires face à cette cybermenace. Pour en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Cédric Mességuer. Bonjour monsieur. Bonjour, enchanté. Monsieur Mességuer, vous êtes directeur général adjoint d'Econocom Digital Security. Vous êtes d'ailleurs le cofondateur de cette activité au sein du groupe Econocom. Le groupe Econocom, c'est une entreprise de services numériques qui intervient déjà dans le secteur public. Oui, tout à fait, notamment auprès du ministère des Armées, de l'Intérieur, de la Gendarmerie ou de l'Éducation nationale. Et nos métiers sont la conception, la distribution et le financement de services digitaux. Alors je le disais, vous êtes cofondateur de Econocom Digital Security. Et puis, alors, je suis un peu intrigué, bien que je sache maintenant ce que c'est. Vous avez un magnifique pins. Vous êtes réserviste, cyber-réserviste. Citoyen. Citoyen, voilà. De la réserve de cyberdéfense française, à titre personnel. Tout à fait. Et alors, je dois vous dire, mon commandant. Mon commandant, voilà. Écoutez, mon commandant. Et puis, vous êtes membre de l'association Hackers Voice, qui est une association de hackers. Alors j'allais dire des gentils hackers, mais vous m'avez expliqué avant l'émission que on ne dit, c'est un pléonasme. Expliquez-moi pourquoi c'est un pléonasme de dire gentil hacker. Alors, on fait vraiment la différence entre le sens initial du mot hacker, qui est en fait celui qui bidouille pour le bien, et le cybercriminel dont on essaye de se débarrasser et d'éviter qu'il attaque nos différents organismes. Voilà. Alors le hacker, par définition, c'est un gentil. Tout à fait. C'est ça, voilà. Alors, on a, l'actualité le prouve, les attaques se multiplient, il n'y a pas une journée où on n'apprend pas que telle ou telle organisation a été... pourtant, on dit hacker, donc, je vous laisse... il y a peut-être un petit contresens à cela. En tous les cas, attaquer. Et toutes les organisations, alors, ne sont pas toutes démunies, mais toutes doivent relever ce défi de la sécurité. Pour relever le défi de la sécurité, vous qui êtes un spécialiste, il faut répondre à quelles questions? Quels sont les prérequis? Alors, on constate depuis pas mal d'années qu'il y a trois grands axes en fait, qui sont en train de se développer. Le premier, c'est en fait les ressources humaines pour lutter contre l'ensemble de ces cybermenaces. Et on s'aperçoit que là, il y a vraiment une pénurie de ressources. Le deuxième point, c'est d'augmenter les synergies entre acteurs publics et acteurs privés. Et le dernier point, qui est vraiment émergent ces dernières années, c'est la sécurité des objets connectés. Je pense que là, il y a un vrai sujet. D'ailleurs, c'est un peu le sujet de notre colloque aussi. Si je reprends dans l'ordre vos prérequis, d'abord, il faut des ressources humaines. Le marché est en tension, il y a des difficultés à recruter des gens compétents. Comment est-ce que vous faites? Il vous faut des hackers, c'est-à-dire des gentils. C'est exactement ça. Alors, comment vous faites? Alors, le marché, effectivement, d'abord, est en tension français et international. Au niveau français, l'ANSSI annonce qu'en 2016, il y avait à peu près 6600 postes ouverts et uniquement 1200 ont été pourvus. Au niveau américain, on parle de là à peu près un manque en 2019 de 1,5 million de postes qui ne seraient pas pourvus en 2019. Donc c'est vraiment une grosse tension. Comment gérer tout ça et comment amener en fait des ressources sur ce panel de cybersécurité? Le premier, c'est d'accompagner les écoles et d'être proche en fait de l'éducation nationale pour leur apprendre à coder. Créer des filières. Exactement. Et puis créer des partenariats, justement, public-privé avec ces écoles. Le deuxième, ça va être les jeunes embauchés, les accompagner un peu par du mentoring pour leur apprendre ce nouveau métier qu'est la cybersécurité. Et le dernier point, en fait, c'est d'essayer de faire appel à cette communauté mondiale des hackers, justement. Alors, ça, c'est un petit nom assez sympa, d'ailleurs. C'est le bug bounty. Tout à fait. Voilà. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le bug bounty. Alors, on connaît tous le bounty hunter, qui est en fait le chasseur de primes aux États-Unis, qui recevait une prime en ramenant en fait justement des criminels à l'époque. Et là maintenant, en fait, le hacker va récupérer des failles de sécurité du système que vous souhaitez tester, et vous allez le rémunérer au résultat et non pas à un engagement de moyens. Alors vous êtes une organisation publique par exemple, et vous dites voilà, j'invite tous les spécialistes des hackers, les gentils, à essayer de rentrer chez moi ou de trouver des failles dans mon système, et suivant la qualité de la faille, donc l'importance de la faille,
je vais les rémunérer, c'est ça? C'est exactement ça. Donc on va en fait définir un périmètre à tester qui peut être le site web d'un organisme public ou d'un organisme privé, et on va se dire, en fonction de la criticité de la faille, vous allez, vous, les hackers, être référencés et en plus toucher une prime correspondante. Et en France, on a une organisation qui s'appelle la Bounty Factory, qui regroupe beaucoup de hackers. Oui, qui regroupe à peu près entre 2500 et 3000 hackers et qui va vous permettre de déposer votre programme en disant « je souhaite être testé par cette communauté et je souhaite les rémunérer s'ils trouvent des failles dans mon système ». Donc j'externalise un peu ce savoir-faire, je me sers de la communauté qui s'enrichit chaque jour, puisque là, on est... les systèmes apprennent à apprendre, quoi. Voilà. C'est exactement ça. S'auto-enrichissent. Et s'auto-enrichissent techniquement, puisque les hackers, justement, vont trouver des nouvelles failles et monter en compétences, et s'auto-enrichissent financièrement, puisqu'en fait, ils sont intéressés par faire exercer leur savoir dans un système légal et rémunéré de façon correcte par rapport au niveau de faille qu'ils font. J'allais dire, tant que vous les payez bien, ils ne passent pas du mauvais côté de la barrière. Ouais. C'est même justement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, certains qui potentiellement étaient peut-être à la limite, vont basculer du bon côté, puisqu'ils vont arrêter de tester des systèmes sans autorisation et le faire de façon légale. Avoir un intérêt professionnel, au bon sens du terme, pour faire ça. Le deuxième point, c'était, vous disiez, il faut mieux mailler, cross-fertiliser les savoir-faire publics et privés. Oui. Alors, on ne le fait pas assez bien, ça? Alors, ça s'améliore. Notamment l'ANSSI a beaucoup avancé sur ce sujet ces dernières années pour justement travailler avec ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale et justement les accompagner sur la montée en compétences. Les acteurs privés ont parfois une agilité un peu supérieure et mixer en fait l'ensemble de ces deux mondes fait de la cross-fertilisation effectivement. Et c'est notamment une initiative assez récente de la Cyber Task Force qui permet ce genre d'initiative, puisqu'elle va regrouper des acteurs publics comme la DGA, ministère de l'Intérieur, et des membres de l'Assemblée nationale, et des acteurs privés qui vont en fait travailler ensemble. Des éditeurs, des industriels qui vont apporter leur savoir-faire, s'enrichir aussi des expériences des uns et des autres. Et donc là aussi, mettre en commun le savoir-faire pour se protéger d'un même ennemi, en fait. Exactement. Et notamment s'enrichir du savoir-faire potentiellement européens ou différentes autres entités, puisque la Cyber Task Force s'est réunie auprès de l'OTAN, auprès de la Commission européenne. Il y a un voyage qui est prévu en Estonie. L'objectif étant de cross-fertiliser et d'avancer ensemble sur les réponses adaptées à ces nouvelles menaces. Voilà. Et puis votre troisième point, là où vous disiez, il faut vraiment, ça fait partie des challenges à relever, c'est la situation des objets connectés. Alors les objets connectés connaissent une croissance fulgurante. Tout à fait. Est-ce que ne sont pas des menaces potentielles? Dans quelle mesure? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour canaliser cette menace? Alors, les objets connectés et l'écosystème des objets connectés est effectivement très complexe. La particularité, c'est qu'on explique en général que c'est la surface d'attaque qui explose. Précédemment, on pouvait se protéger son système informatique par un petit équipement, un mur de feu, un firewall. Maintenant, en fait, les attaques peuvent venir à différents endroits. Regardez, j'aimerais que vous me commentiez un schéma qui présente l'organisation quand on voit la ville connectée. Alors, en fait, la ville connectée va être l'expression un peu ultime de ce qu'est un écosystème d'objets connectés, puisqu'on va avoir différents bâtiments qui regroupent en fait des administrations, des transports, des entités de télécommunications qui doivent communiquer entre eux. Alors, on parle d'objets connectés, de big data, de bâtiments intelligents. Ça, c'est la partie supérieure. La partie intermédiaire regroupe en fait toutes les applications et les usages qu'on va pouvoir apporter et que ces objets connectés vont pouvoir apporter. Et puis la partie basse concerne en fait là les protocoles de gestion de ces objets connectés et les objets en eux-mêmes. Et on s'aperçoit en fait que ce nouvel écosystème des objets connectés est en fait la source et le support de différentes attaques qui peuvent venir des applications, des objets eux-mêmes, des protocoles en fait d'objets connectés. Parce que si ces objets communiquent avec le système, ça veut dire qu'en passant par ces objets, on peut rentrer dans le système?
Tout à fait. Je simplifie trop là. Ah non, c'est exactement ça. On a vu des attaques par des caméras connectées, des caméras de surveillance, des peluches connectées, des gens qui avaient acheté des peluches pour leurs enfants, qui étaient connectés à Internet. Et puis, de façon un peu plus sensible, notamment pour les différentes administrations, ça va être en fait les supports d'informatique industrielle qui potentiellement vont être aussi là attaqués ou attaquables. Ces objets connectés, ils sont nativement conçus pour respecter des normes de sécurité. Qui contrôle ça finalement, est-ce que ce n'est pas un péril non réglementé en quelque sorte? Alors effectivement, certains industriels vont sur ces sujets-là et d'autres n'y vont pas du tout. C'est pour ça que chez Econocom Digital Security, nous avons mis en place un label de sécurité IoT qui s'appelle IQS pour Internet Qualified Security, IoT Qualified Security. Et en fait, ce label-là permet justement de tester le niveau de sécurité de ces objets ou ces écosystèmes d'objets connectés. Et on souhaite bien sûr le diffuser très largement puisqu'il permet d'améliorer la sécurité de l'ensemble de ce nouveau monde. Voilà, ça devient une norme et qui permet à tout le monde de se référer à quelques obligations en matière de sécurité. Hein. C'est exactement ça, c'est notre réponse. Bon, écoutez, belle initiative et soyez-en félicités, vous aussi. Je retiens de cette conversation que si on veut faire face à ce danger de la cybercriminalité, il faut, bien sûr, il faut des hommes. Hein. Et là, la filière est sous tension et l'initiative du Bug Bounty, c'est très étonnant et pas étonnant dans le fond que des gens qui sont autant que vous dans l'innovation aient pensé à ce type de système. Il faut augmenter les partenariats, la cross-fertilisation entre le privé et le public parce que ces deux mondes-là doivent s'enrichir en permanence et construire les réponses à l'innovation, alors là, des cybercriminels. Hein, tout à fait. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est cette grande question des objets connectés, de l'IoT, où là, on a besoin d'une norme et vous y travaillez sans doute avec d'autres. Voilà. Monsieur Cédric Mességuer, je vous remercie pour ces explications. Elles sont extrêmement intéressantes pour nos téléspectateurs, car eux aussi mesurent à quel point la menace de la cybercriminalité est prégnante de nos jours. Et à vous tous, je vous remercie pour votre attention.